soir, je suis Alexandre et j'ai le plaisir d'être tout au long de cette soirée votre maître de cérémonie. Mais je ne serai pas seul. Tout au long de cette soirée extraordinaire, je serai accompagné d'une multitude de personnes. Et pour commencer, alors que monsieur glisse, je vais vous présenter ceux qui viennent de introduire cette soirée. Nous avons donc un applaudissement pour nos musiciens, Mae and Boys. Alors ne vous inquiétez pas, ils ont commencé tout doux là, parce que ce n'est qu'une introduction. Ils reviendront dès la fin de ce spectacle pour vous faire un concert d'outro d'environ d'une vingtaine de minutes. Alors restez jusqu'à la fin, ça va être encore mieux. Ça c'est fou. Merci. Pour commencer rapidement, qu'est-ce que c'est un prostoir? Car sans vous êtes bien la scène un prostoir, c'est une association de prise de parole et d'impro. Ce qu'on fait, c'est simple, c'est qu'on propose gratuitement à tous les étudiants de Lyon des ateliers d'improvisation et de prise de parole chaque semaine. Et c'est ce qu'ils vont vous présenter ce soir. Les adhérents qui ont préparé tout ce semestre vont vous passer au tour de rôle. Le programme est simple, nous aurons acte 1, éloquence. Les participants du groupe Éloquence vont venir à tour de rôle. Ils ont été coachés par Franck Fargier et Simon Gabillet. Ils n'ont pas pu être là ce soir, mais quand même, est-ce que vous pouvez les applaudir? Vous le verrez, ils auront écrit eux-mêmes leurs textes sur des sujets plus ou moins originaux. Ensuite, il y aura une entracte musicale. Car vous serez bien sûr invité à, si vous le souhaitez, à aller aux toilettes, à recommander. Petite précision, les commandes se feront au bar. Donc si vous vous déplacez, merci de le faire le plus discrètement possible. Pendant l'entracte, donc, on aura un artiste sur scène qui va vous jouer des musiques pendant une quinzaine de minutes. Ensuite, on reprendra l'antenne pour continuer sur un cabaret d'improvisation où nos improvisateurs seront amenés à venir sur scène sur improviser sur des thèmes. Et vous, public, vous serez sollicité. J'en dis pas plus car on recevra un arbitre à ce moment qui vous en dira plus. Petite précision, c'est important, c'est un spectacle, mes amis. Alors les règles de base, nous vous invitons à mettre votre téléphone sur silencieux, à chuchoter pendant le spectacle. Si vous mangez, merci de mâcher le plus discrètement possible. Et si, tout à coup, une envie irrépressible vous prend d'embrasser langoureusement votre voisine, votre voisin, les toilettes sont juste au fond. Et voilà à peu près tout ce que j'ai à vous dire. On peut directement entrer dans le vif du sujet. Et pour la partie 1, éloquence, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour celle qui va présenter cet événement, Clémence. Bonsoir Clémence. Bonsoir Alex. Et bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez commandé de quoi boire et que vous êtes détendus parce que ça va commencer très très fort par de l'éloquence. Donc comme vous l'a dit Alex, ce sera donc l'acte 1 de la scène improstoir. Donc nos participants et participantes ont préparé un texte qu'ils vont vous présenter sur un sujet qui fait souvent controverse, en prenant la position positive ou négative. Et sans plus attendre, je cherche mes petites notes parce que je n'ai pas mémorisé tout le monde. Je n'ai même mémorisé personne, à vrai dire, moi je suis là simplement pour improviser. Et donc sans plus attendre, nous allons écouter la première personne qui va vous présenter ce soir. Voyager implique-t-il de se déplacer en défendant la négative? J'appelle Quentin sur scène. Voyager implique-t-il de se déplacer? Oui. Oui. Non. Oui. Non. Non. Oui. Merci pour vos réponses. Je vais vous raconter une histoire. Je suis métisse. Un mélange de couleurs. Je viens d'ici
Et d'ailleurs, comme vous l'aurez compris, je suis issu d'une famille multiculturelle. La Réunion, l'Inde, l'Algérie, les États-Unis. Bon, autant vous dire qu'à un repas de famille, on entend souvent 4 langues différentes à table. On mange des plats du monde entier, on boit diverses boissons, on chante et on danse sur des musiques du monde. En fait, nul besoin de se déplacer pour voyager dans ces conditions. Toutefois, si ce n'est pas votre cas d'être issu d'une famille multiculturelle, il n'y a pas de souci. En effet, dans le monde, il y a un vocabulaire commun, à savoir la nourriture, la musique et l'alcool. En ce qui concerne la nourriture, on peut très bien commander des plats de diverses régions du monde depuis son téléphone. Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, les applications ne manquent pas. Pourquoi se déplacer? En ce qui concerne la musique, Spotify font des playlists, des tops des musiques du monde entier, de chaque pays. Depuis son téléphone, on peut avoir les musiques du monde. Pourquoi y aller? Sur son téléphone, on a tout. Et en ce qui concerne l'alcool, on peut aller au bar, on peut aller dans un magasin spécialisé, chez un caviste, ou même commander en ligne. Avec tout ça, nul besoin de se déplacer. On a tout à proximité. Autant l'utiliser. Après, c'est vrai, certains diront, oui, se déplacer, c'est permettre de nouvelles rencontres, c'est découvrir de nouveaux folklores, voir de nouveaux paysages. Mais attendez. Il y a un impact économique, écologique, il y a des risques d'insécurité, il y a des risques sanitaires, il faut avoir des vaccins à jour pour aller dans un pays où les moustiques ont la taille des singes. Non mais soyons sérieux 2 minutes s'il vous plaît. Et en ce qui concerne les paysages, on n'a pas besoin de se déplacer. Arte font de très bonnes émissions, on voit des panoramas splendides. Pourquoi aller à un endroit où la vue sera très certainement gâchée par un putain de brouillard? Juste, imaginez. Votre boisson de chez le caviste, votre musique d'ambiance, votre commande et Arte, vous y êtes. Et même pour celles et ceux qui voudraient une expérience plus immersive, fumez un bon joint avec la bonne weed et repensez aux mots du grand philosophe Tairo, avec lequel je voyagerai dans ma tête autour du monde. Merci pour votre attention. C'était palpitant, j'en ai encore le cœur qui bat. Et sans plus attendre, nous allons passer à notre deuxième candidate et pas des moindres, Romane, qui va nous parler de la différence nous rapproche-t-elle. Mais attendez, s'il vous plaît, Romane. Je vais m'annoncer son sujet. La différence nous rapproche-t-elle, Romane? Tu vas défendre l'affirmative. 12 juillet 2021, 7h34, appartement. Il fait chaud, trop chaud, mais elle réussit à se lever. Elle se prépare et sort. 8h15. Hôpital. Elle prend le temps d'observer la façade devant elle. Elle souffle un bon coup et entre. 18h et entre. Une fois... Lorsqu'elle rentre, elle hésite, elle a du mal à trouver la bonne salle, mais elle la trouve enfin. Mais devant, elle appréhende, elle n'ose pas, elle a peur. Mais elle sent cette boule d'énergie au fond d'elle. Alors elle s'élance et brave l'inconnu.
18h09, enfin. Elle réalise pas. Elle ne réalise pas ce qu'elle vient de vivre. Elle ne réalise pas qu'elle vient de rencontrer 5 alter-ego. Elle vient de rencontrer pour la première fois de sa vie des personnes qui ont eux aussi vécu une lésion cérébrale anténatale. Toute la journée, elle a échangé, elle a partagé son expérience, écouté celle des autres. Les similitudes sont frappantes. Le taux de fatigabilité plus élevé, les gestes, les difficultés quotidiennes, les rapports aux médecins. Les différences sont aussi marquantes. L'intensité des conséquences physiques de la lésion, le vécu, les réactions des proches, les troubles de sensation et de sensibilité. Mais ce jour-là, un lien indescriptible les a unis. Un lien indescriptible m'a uni avec eux. La discussion concernant le rapport aux autres a été unanime. Ce club des 6 combattants, si l'on peut les dénommer ainsi, avec tout ce qu'ils ont pu vivre depuis leur naissance, ont pu être autrefois, ou peuvent encore l'être aujourd'hui malheureusement, être jugés, critiqués pour leur particularité. Enfin, non, pour leur exceptionnalité, parce qu'ils sont exceptionnels. Pleure pas! T'es pas normal! Tu seras jamais comme nous! T'es dehors de la nature! Et oui, on peut bien remarquer effectivement que la norme sociétale suit ce que le plus grand nombre est. Alors n'être pas aux mêmes fréquences dérange. La déviance ne plaît pas, elle fait des interférences. L'étrange fait peur. Il suscite la méfiance? Non, la malveillance. Le plus grand nombre domine, exclut, écarte le petit nombre. Mais, et je dis bien mais, parce que les particularités de ce petit nombre ne les isolent pas complètement. Car les hors-normes se rencontrent, partagent et se soutiennent. La différence rapproche, la différence rend fier. Pour cette ode à la différence que tu viens de nous faire. Et pour prendre la suite, je vais appeler Florian sur la question « Peut-on arrêter le progrès ?» Il défendra la négative. Florian, s'il vous plaît, un peu d'applaudissements. Peut-on arrêter le progrès? Non. Regardez le micro, s'il te plaît. Ça n'entend pas bien, on peut entendre. Alors, peut-on arrêter le progrès? Non. La vraie question, ce serait plutôt quand est-ce que le progrès va nous arrêter? Alors, plutôt que de vous parler de l'exemple classique de l'écologie, puisque en ce moment, il semblerait que la révolution industrielle est en train de nous rattraper, ce soir, je voudrais vous parler d'intelligence artificielle. En 97, Kasparov perd contre Deep Blue. C'est la première victoire de l'intelligence artificielle sur l'homme. Aux échecs, je vous l'accorde, mais c'est déjà ça. En 2016, Alice et Bob discutent. Jusque-là, vous ne voyez peut-être pas où est le problème. Eh bien, Alice et Bob sont 2 intelligences artificielles créées par Google et qui discutent dans un langage qu'elles ont inventé et qui est indéchiffrable pour l'homme. On ne sait pas ce qu'elles se racontent, c'est sans doute très intéressant. En 2021, pour la première fois dans l'histoire, une intelligence artificielle aux commandes d'un drone
a pris la décision autonome de tuer un être humain. Vous commencez à voir le problème? Alors, à l'origine, l'intelligence artificielle avait été inventée pour automatiser la riposte nucléaire en cas d'attaque de décapitation, un truc un peu sordide. Et peu après, l'Internet a été inventé pour pouvoir jouer à la guerre nucléaire en ligne, parce que en multijoueur c'est toujours plus sympa. Et donc, ces technologies ont un potentiel immense, en bien comme en mal. Et c'est à nous qu'il revient de choisir comment on l'utilise. Alors devrions-nous nous priver des inventions les plus brillantes de notre temps, sous prétexte que l'on pourrait les utiliser pour faire le mal? Eh bien, je pense que non, car l'intelligence artificielle peut aussi être utilisée pour sauver des vies. Le progrès est la trace laissée par les civilisations à travers le temps. Il est la manifestation du génie humain. Il est le témoin de notre évolution à travers les millénaires. Alors, on pourrait me rétorquer que il en va de notre survie à tous, en tant qu'espèce, d'arrêter cette course folle à l'innovation, sous peine d'être tous tués par des drones fous. Mais je vous le répète, essayer d'arrêter le progrès, c'est comme essayer d'arrêter la course du temps. Alors je vois à vos têtes qu'il y en a qui essayent tous les matins au réveil. Si quelqu'un a réussi, je suis intéressé. Et donc, la vraie question n'est pas de savoir si on peut arrêter le progrès, mais comment l'utiliser avec la sagesse nécessaire pour ne pas nous mettre en danger. Merci. Merci Florian pour nous avoir posé ces petites bases de réflexion sur l'intelligence artificielle. Et pour la suite, je suis un petit peu embêtée, parce que je sais juste que c'est Lucas qui va intervenir. Mais le sujet est mystère. Alors, impose-toi, Madly, ce soir. Raconte ce que tu veux. Ils sont fous. Et vu que moi aussi, je suis un peu fou, j'ai dit à mes potes, imposez-moi un sujet. Donc samedi dernier, entre le 3e et le 12e verre de la soirée, au cours d'un débat houleux, l'un d'eux a eu l'idée brillante, l'illumination qui nous a fait nous dire « Mais oui, Lucas, c'est de ça dont il faut que tu nous parles. C'est un sujet profond, un sujet subtil, un sujet qui me touche, un sujet dont je vais parler avec une certaine émotion. La calvitie. Vaste sujet, plus pour certains que pour d'autres. Alors Lucas, me direz-vous, pourquoi la calvitie te concerne-t-elle? Eh bien, certes, je n'ai pas de calvitie, pas encore, mais disons que je présente des symptômes qui ne laissent aucun doute quant à l'issue de la bataille qui se déroule chaque année entre mon front et mes cheveux. Mon front, tel un désert, qui avance doucement mais inéluctablement chaque année et qui gagne du terrain. À 40 ans, je ferai partie du club très sélect des hommes qui ont plus d'insolation que les autres. Donc je vais vous parler de calvitie, et je vais vous convaincre que la calvitie, n'est pas qu'un défaut, elle présente aussi des avantages insoupçonnés. Donc mon premier argument, c'est un argument économique. Alors je pourrais vous dire que les presque chauves économisent de l'argent en allant chez des coiffeurs moins chers, puisque dans tous les cas, le résultat va leur déplaire.
Mais parlons de vrai fric. Je voudrais dénoncer ou applaudir, selon le point de vue, une discrimination positive envers les calvitiques. C'est un vrai mot. Pensez-y. Que nous inspirent ces hommes? De l'expérience, n'est-ce pas? Un crâne dégarni est un crâne bien rempli. Et c'est un atout lors des entretiens d'embauche ou lors des entretiens annuels où se négocient les fameuses augmentations de salaire. Alors oui, ces personnes sont mieux payées. Mesdames, j'en suis convaincu, ce soir vous êtes toutes féministes. Eh bien, pour lutter contre les inégalités de salaire, mon conseil, pensez à la calvitie. Donc maintenant que j'ai résolu ce problème social, passons au second argument, l'argument pratique. Avez-vous déjà perdu 10, 15, 20 minutes avant un rendez-vous galant parce qu'une mèche rebelle a décidé ce jour-là de se tourner vers la Mecque? Eh bien, mon père, non. Le troisième argument, qui est pour moi le plus important, la calvitie est libératrice. Alors je vous explique. Accordons-nous sur le fait que avoir le golfe du Mexique sur le front n'aide pas à séduire. Or, l'homme est un séducteur. C'est dans sa nature la plus profonde. Depuis la nuit des temps, il séduit après avoir assouvi ses besoins primaires. Il cherche un partenaire avec qui les heures semblent des minutes, ou un partenaire tout court. Chaque cheveu en moins sur un caillou éloigne, est un obstacle vers cette obtention du rendez-vous Tinder dans un monde où tout n'est qu'apparence. Alors, les crânes d'œufs ont plus de mal à séduire, donc ils doivent être plus ingénieux, plus intelligents, plus drôles. Donc, et puis, la calvitie libère de cette recherche narcissique et superficielle d'une beauté sans cesse supérieure. Donc oui, ce soir, je le clame haut et fort, la calvitie rend les hommes meilleurs. Alors vous pourrez me rétorquer que la perte des cheveux peut entraîner une perte de la confiance en soi, qu'on peut détester son propre reflet. Si je vous demande de me dessiner un pervers, nul doute que la majorité d'entre vous me dessineront un calvite. Oui, ce mot existe. Mais regardez-y de plus près. Est-ce vraiment un calvite? Ou tente-t-il de nous tromper avec les quelques cheveux qui lui restent sur le côté, en les plaquant sur le dessus du crâne? Oui, cet homme est un imposteur, c'est une fraude. Il ne porte pas fièrement sa calvitie, il devrait la montrer au monde. Vive la calvitie! Vive la calvitie, ouais! Alors pour clore ce discours, si vous le voulez bien, j'aurais deux choses à vous demander. La première, je m'adresse à tout le monde. Soyez bienveillants envers les calvitiens. Et ce mot n'existe pas. Parce que, contrairement à ceux qui portent un mulet, ils n'ont pas choisi d'être comme ça. La deuxième, je m'adresse à ceux qui sont dans la même situation que moi. Aimez-vous malgré la perte de cheveux, soyez bienveillants envers vous-même et priez avec moi pour que la médecine trouve un remède. Cette performance, suite à cela, je vous annonce que des rasoirs ont été commandés par l'association. Aussi, vous pourrez sortir et vous faire vous-même votre calvitie après le spectacle. La prochaine personne à passer sur scène, c'est une personne que vous avez déjà vue ici, juste avant. Une personne qui est notre maître de cérémonie pour ce soir, mais qui passe également sur la planche. J'ai nommé Alexandre pour Y a-t-il de bonnes ou de mauvaises situations et qui défendra
que lorsque ma mère m'a donné naissance, elle a réussi l'exploit de concentrer dans un si petit être l'ensemble des attributs les moins esthétiques au monde, toute culture confondue. Regardez-moi. Regardez-moi. Regardez-moi, mes lèvres sont énormes, elles saignent dès qu'il fait moins de 20 degrés, ma tête est ovale, on dirait un ballon de rugby, je ne suis pas grand, je ne cours pas vite, je suis essoufflé en 2 minutes, mon cardio est à chier, et regardez mon visage, j'ai déjà 25 ans et je n'ai toujours pas de barbe, mais j'ai déjà des cheveux blancs. Mais le pire dans tout ça, c'est mon nez. Regardez mon nez. Il est tellement difforme qu'on dirait qu'une narine fait la gueule à l'autre. Il est tellement grossier, il est tellement moche, on dirait un roc. Non, c'est un pic. C'est un cap. Que dis-je? C'est une péninsule. Je suis moche et ça, c'est une mauvaise situation. Parce que oui, cher public, je vous le dis, il y a des bonnes et des mauvaises situations. Et c'est assez aisé, nous sommes tous capables de le dire. En moins de 2 secondes de juger situation et une situation est bonne ou mauvaise. Je vais vous donner un exemple, moins personnel, car cette fois-ci, je vais vous solliciter votre imagination pour être exact. Imaginez, vous êtes à un cours de parapente avec un ami, c'est votre cadeau, vous faites votre baptême ensemble. Là, vous regardez votre ami. Il est en selle, il a son moniteur, il est prêt, il prend son élan et s'envole. C'est plutôt une bonne situation. Maintenant, imaginez la même situation mais d'un autre point de vue. Cette fois-ci, vous êtes au zoo. Vous êtes avec votre ami et vous le voyez prendre son élan. C'est une mauvaise situation. Vous le voyez, il est aisé de juger en moins de 2 secondes si une situation est bonne ou mauvaise, grâce à ce qu'on appelle la morale, le bon sens. Et même si Einstein disait que le bon sens n'est que l'ensemble des préjugés que l'on nous impose depuis la naissance, c'est ce bon sens qui nous permet à chacun de savoir ce que nous pensons d'une situation de façon subjective. Et je vais vous proposer un autre exemple. Cette fois-ci, voyageons dans votre enfance. Vous êtes en primaire, vous avez 9 ans et vous êtes doué à l'école. Vous avez de bonnes notes, tout est facile pour vous, vous vous débrouillez bien, alors vous sautez une classe. C'est une bonne situation. Maintenant, voyageons dans le temps. Vous avez 40 ans et vous sautez une classe. C'est une mauvaise situation. Il y a des bonnes et des mauvaises situations. Il est aisé d'en juger, car ce qui fait d'une situation qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est l'ensemble de facteurs, à la fois personnels, nos valeurs, notre morale, et de faits extérieurs. Pourtant, je ne vais pas vous mentir, la vie n'est pas aussi simple, n'est pas aussi manichéenne. Parfois, c'est plus compliqué. Il y a des situations où la situation n'est pas forcément bonne ou mauvaise. Encore une fois, partons dans votre enfance. Cette fois-ci, vous avez 6 ans, 5 ans, et vous avez peur du noir. Ce n'est ni une bonne situation, ni une mauvaise, c'est un fait, c'est comme ça. Par contre, imaginez maintenant, à l'heure actuelle, peu importe l'âge que vous avez, et vous avez peur des noirs. C'est une mauvaise situation, je pense. Et si vous me contredisez, si vous pensez le contraire, posez-vous les bonnes questions. En tout cas, ce n'est pas le peine de m'en parler à la fin. Il est aisé donc de dire s'il y a des bonnes et de mauvaises situations. Mais il y a pire. Parfois, aucune situation ne peut être bonne.
il n'y a que des mauvaises situations, peu importe notre point de vue. Un autre exemple, imaginez-vous à l'heure actuelle, vous êtes jeune, désolé pour certains, vous habitez à Lyon, vous sortez un samedi soir entre amis, vous avez bien bu, vous vous promenez sur les quais du Rhône, et tout à coup, vous glissez, vous tombez dans le Rhône. Mais c'est une mauvaise situation, c'est urgent, il faut agir. Maintenant, imaginez que vous vous appelez Harry Potter. Vous êtes Harry Potter et vous glissez dans le Rhône Weasley. C'est une mauvaise situation. Vous voyez, je vous l'ai dit au tout départ, c'est une question de subjectivité. Car tout au long de mes exemples, je l'admets, farfelus, tirés par les cheveux, vous avez pris position. Parfois vous avez acquiescé, parfois vous avez rejeté mon exemple. Mais pour vous, vous aviez une idée si la situation était bonne ou mauvaise. Eh bien c'est ça la subjectivité. Car moi je vous l'ai dit au tout début, je suis moche. Et que vous soyez d'accord ou pas avec ça, vous avez eu votre avis, vous avez pris position. Eh bien, pour mon discours, pour mon argumentation, à l'instar de mon physique, ça va être à vous de me dire si vous avez passé une bonne ou une mauvaise situation. À repenser notre vie à l'aune des situations. Je vais éviter d'y penser maintenant parce que ça va prendre beaucoup trop longtemps. Plus j'ai un micro, donc insupportable. Néanmoins, la prochaine personne qui va passer va certainement également nous faire réfléchir à quelque chose eh bien, qui demande un certain temps de réflexion. Le sujet suivant, écoutez bien, je vais avoir besoin de toute votre attention. Si le ridicule ne tue pas, et que ce qui ne tue pas rend plus fort, la question est, est-ce que le ridicule rend plus fort? Exactement, nous avons quelqu'un qui suit. Et pour cela, je vais appeler non pas la personne qui vient de répondre, mais qui est certainement très intelligente. Je vais appeler Katia, et qui va défendre donc la négative. Le ridicule ne tue pas. Regardez-vous, vous êtes en parfaite santé. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Et je cite Nietzsche et ses métaphores, repris par Kelly Clarkson, What doesn't kill you makes you stronger. Le ridicule ne tue pas, alors si ce qui ne tue pas rend plus fort, le ridicule rend-il plus fort? Ici, la question défendue est un syllogisme, un faux syllogisme, autrement dit un sophisme. Facile à défendre. Je ne parle pas du ridicule consenti, le ridicule qu'on fait pour draguer monsieur, madame ou XY, mais bien du ridicule maladroit, le ridicule qui foudroie, celui qui laisse de glace. Le ridicule que je ressentais lors de mes premiers passages en éloquence. Le ridicule que vous ressentez quand vous poussez une porte alors qu'il fallait la tirer. Le ridicule que vous ressentez quand vous martelez le bouton du tram alors que la sortie c'est de l'autre côté. Le ridicule quand on vous dit bonjour et qu'en fait il fallait répondre bonsoir. Le ridicule quand j'ai cité la chanson de Kelly Clarkson avec mon accent francisé. Qui ici ne s'est jamais repris en main après un acte ridicule? Qui ici n'y a pas repensé une deuxième fois le soir dans son lit? En fait, qui ici n'a jamais reproduit l'acte? Car si le ridicule rendait plus fort, l'acte ne devrait pas être réitéré. Sur un point de vue plus scientifique, lors d'une honte ou d'un moment ridicule, le taux de cortisol augmente. Bon. Le taux de cortisol altère nos capacités cognitives. Comment se remettre en question si nos capacités de remise en question sont altérées? Bon, j'espère vous avoir convaincu. En tout cas, si le ridicule tuait, nous serions tous morts. Et s'il rendait plus fort,
nous serions tous comme McGregor. Merci. Et merci Katia pour avoir amené Nietzsche en commun avec le ridicule. Et sans plus attendre, une question. Mais là, je vois que ça concerne pas grand monde parce que visiblement personne n'est sur son téléphone. Mais la question est la suivante. Sommes-nous plus cons depuis que nous avons les écrans? La position sera négative et défendue par Maïline. Roméo, Roméo, Roméo. Et non, ce soir je ne parlerai pas de Roméo et Juliette, mais bien de Roméo. Roméo est un jeune garçon de 1 an, né un soir d'hiver, d'un père français mais d'une mère venue du pays du soleil levant. Et pour garder des liens avec ses racines, justement, Roméo passe tous ses dimanches après-midi au téléphone, mais je dirais même sur des écrans, avec sa famille à l'autre bout du monde. Il apprend une autre langue, il découvre une culture, même à travers cet écran. Et pour continuer dans cet apprentissage, tous les soirs, sa maman lui chante une chanson dans cette langue qu'il ne connaît pas. Et pour vous dire qu'il y a même 3 ans, Roméo savait parler déjà 2 langues. Alors ça ne s'arrête pas là, non, bien sûr. En primaire, Roméo va au CDI et emprunte plusieurs DVD. On retrouve Pousse Pousse voyage dans le temps, oui. Certains le connaîtront peut-être. Alors Pousse Pousse va au Moyen-Âge, il va à la préhistoire. Et à la préhistoire, il apprend que le cératopsien est un dinosaure herbivore. Le saviez-vous à 7 ans? Moi non plus, ça c'est fort. Il apprend aussi à aller, quelle est sa gauche, quelle est sa droite grâce à Adibou et l'ombre verte pour certains. Et ensuite, tous ces écrans qui pour lui étaient des jeux à ce moment-là, sont devenus un petit peu ennuyants au lycée. Parce que oui, on l'a obligé. On a obligé ce Roméo à s'asseoir sur cette chaise pendant des heures avec cet énorme projecteur, à regarder des films en anglais, en italien et en allemand. Oh, en allemand, oui, pendant des heures. Et pour votre connaissance, la majorité des films allemands concernent la période des nazis. Réjouissant, n'est-ce pas? Et donc, entre ces heures de travail et le moment de dormir, il est vrai que Roméo passe beaucoup de temps sur les écrans. Alors certains d'entre vous diront oui, les écrans rendent idiot. Il passe des heures dessus, il ne révise pas ses cours, il a des 2 en rentrant de l'école. Mais écoutez, finalement, après toutes ces heures à passer au téléphone avec ces personnes d'un autre pays, où il parle anglais peut-être, à développer des stratégies, développer des idées où il les mettra en place, finalement, moi je me dis qu'à cet âge-là, je n'en étais pas capable. Plus grand encore, Roméo va à Lyon. Il déménage de chez lui et arrive dans un petit appartement de quelques mètres carrés. Et là-bas, il apprend à cuisiner. Et grâce à qui? Grâce à YouTube. YouTube, une caverne d'Ali Baba, oui. Il apprend à faire des œufs, parce que c'est pas facile, c'est vrai. À cuire des pâtes, il faut mettre l'eau avant les pâtes. Mais finalement, il apprend aussi à jouer de la musique. Il s'achète un petit appartement, donc un petit ukulélé. Et il apprend justement pendant des heures et des heures à jouer. Mais un jour, Roméo, en cours de chimie, perdit la vue à un accident, un verre brisé. Mais Roméo n'a pas baissé les bras. Non, 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 non. Roméo, justement, a pris ses écrans, ces mêmes écrans qu'il a tant aimé plus petit. Et il a écouté de la musique, il a écouté des podcasts, il a écouté les nouvelles, il a écouté des films en anglais, en allemand. Et finalement, il a utilisé ses écrans pour remplir sa soif de connaissances. Et pour ceux qui un jour me diront que les écrans rendent cons, moi je leur dis que finalement, les écrans ont l'intelligence de celui qui s'en sert.
Et merci Maline pour cette réhabilitation des écrans, c'était fulgurant. Et ma petite liste m'indique qu'on arrive au dernier passage de la session éloquence. Pour ce dernier passage, je vais appeler Sima pour est-ce qu'il faut fermer sa gueule lorsqu'on n'a rien à dire, un sujet qui correspond à l'éloquence, et elle défendra la négative. Madame Goriot, au vu des accusations contre vous, à savoir une prise de parole jugée comme étant dénuée de sens, la non-considération de la pertinence de vos propos, le caractère répétitif de toutes ces actions, vous avez été jugée coupable, madame. Coupable d'avoir osé parler pour ne rien dire. Au nom de ce rendu de justice, vous avez écopé de 5 000 € d'amende et de 6 mois de prison avec sursis. Vous avez décidé par la suite d'interjeter appel. Nous vous écoutons. Il est évident que j'ai choisi de faire appel. Et oui, madame la juge, si aujourd'hui je suis condamnée pour avoir osé parler pour ne rien dire, il me semble nécessaire d'en parler. Je vous sens un petit peu touchée. Peut-être vous sentez-vous concerné? En réalité, nul ne peut m'affirmer qu'il n'a jamais pris la parole et regretté à partir du moment où il a prononcé sa phrase. Et oui, ce sera certainement mon sentiment une fois que mon passage sera terminé. Mais alors pourquoi persistons-nous à parler? Si parler représente un si grand risque pour nous? Eh bien, je vais vous le dire. Le langage est ce qui fait la grandeur de l'homme. Et oui, même si on peut en douter, c'est au moins une des caractéristiques qui nous distinguent des animaux. Je sais très bien ce que vous allez me dire. Certains ne se distinguent guère des animaux quand ils disent non mais allô, t'es une meuf et t'as pas de shampoing. On peut douter. Mais c'est là la vraie question. Une autre question me taraude. Pourquoi je suis, moi, convoquée et mon ex, lui, est bien au chaud chez lui? Enfin, au niveau parler pour rien dire, il était pas mal, hein. Non, mais je t'ai pas vraiment trompée, en fait. C'est juste qu'elle est arrivée, je sais pas... Ouais. Pourquoi le pro en la matière, lui, n'est pas aussi convoqué? Celui qui arrive à nous dire « la roue tourne, va tourner » ou « le foot, c'est comme les échecs, mais sans les dés ». Raté. Je suis en réalité très flattée d'être ici à vos côtés, alors que eux sont mis de côté face à mon acuité, ma débilité. Pour être honnête, si parler pour ne rien dire devenait un crime, le taux de criminels français grimperait en flèche. Les présentateurs, les politiciens, les avocats, les professeurs, eux les premiers. Monsieur Macron ne pourra plus animer ses TikTok comme il le fait si bien. Touche pas à mon poste, ira directement au mon poste. Ce sera la fin de notre monde. Vous n'auriez pas eu le plaisir de m'écouter parler ce soir, et ça aurait été vraiment dommage. Donc oui, je me pose quand même la question. Parler pour ne rien dire, est-ce vraiment possible ? Je ne pense pas. Nous ne pouvons pas parler pour ne rien dire. Ne rien défendre de spécifique. Même si c'est très léger, et c'est un peu ce que je suis en train de faire, on est d'accord. Mais je défends mon propos et je l'assume. Oui, je suis libre de pouvoir parler sans rien défendre de spécifique. Je suis libre de pouvoir dire ce qui me chante sans pouvoir réellement tenir un propos très pertinent. Mais en réalité, j'en suis très fière. Très bien, nous vous remercions. Nous allons nous entretenir et délibérer. L'audience est levée. Merci Sylvain pour cette dernière intervention et je pense
parce qu'en fait, nous, on est bien partis pour continuer de parler pour ne rien dire. Et c'est sur cette performance magnifique et toutes ces performances magnifiques que se clôt ce premier acte. Merci. Merci Clémence pour cette animation de la partie éloquence. On aura le plaisir de la retrouver à l'acte 2.